La sagesse du fonctionnaire. Hervé Boulanger. Les éditions du 81. Chapitre 4. Sois fier et relève la tête. L'humilité est très répandue chez les fonctionnaires, et il pourrait servir de modèle à tous ceux qui se laissent gagner par la démesure de l'auto-célébration. L'humilité est bien la plus belle des qualités, celle qui permet aux autres valeurs de s'épanouir. Elle est difficile à acquérir et à conserver. Le seul fait de se percevoir humble fait perdre l'humilité. Celui qui a la chance de travailler dans un milieu qui la favorise peut s'en réjouir. L'humilité du fonctionnaire ne doit cependant pas être poussée trop loin. Pénétré de son humilité et vivant dans une société qui valorise et met en lumière le brio, le fonctionnaire pourrait être tenté par l'auto-dévalorisation. À écouter le buzz ambiant, nous autres fonctionnaires, nous ne sommes pas grand-chose, quelque chose comme des parasites de la société, ou au mieux, un mal nécessaire. Même si 65% des Français ont une bonne opinion des agents publics, la figure professionnelle à laquelle chacun voudrait ressembler n'est plus aujourd'hui celle du fonctionnaire. Les créateurs d'entreprises, les inventeurs et chercheurs, les artistes, les sportifs, les avocats pénalistes, les explorateurs, les sauveurs de vie dans la médecine ou le caritatif, les personnes engagées pour l'environnement, voilà des sources d'inspiration contemporaine pour tous. Même la mode des feuilletons télévisés du siècle dernier, où le héros était instituteur, gendarme, consul ou assistante sociale, est passée. Netflix et HBO ont remplacé ces figures par des cambrioleurs, des morts-vivants, des narcotrafiquants, des détenus. Les administrations relèvent par ailleurs, depuis plusieurs années, un accroissement constant des violences verbales et des agressions au guichet. Ce phénomène peut être rapproché de l'augmentation de l'absentéisme et des suicides de fonctionnaires. Si on prend un peu plus de recul sur ces 100 dernières années, la rupture dans l'image de la fonction publique est même plus ancienne. Schématiquement, il y a deux périodes. La première commence autour de la Première Guerre mondiale. C'est l'époque des hussards noirs de la République, qui n'étaient pas que les instituteurs, mais tous ceux qui travaillaient dans les services publics. L'époque de l'expansion des droits sociaux et de l'État-providence, de la consolidation du droit public, de la reconstruction, de l'interventionnisme économique, l'époque des 30 glorieuses et de la planification, où chaque fonctionnaire avait le sentiment de bâtir un édifice qui le dépassait. Cette période valorisante s'est accompagnée d'un engouement et d'une fierté de servir. La deuxième période, à partir des années 1980, est celle du remplacement de l'idéal du bien commun par celui de la réussite individuelle, du consumérisme, de la dérégulation, des organisations supranationales, de la mondialisation des échanges et de la liberté de circulation des capitaux. Dans ce nouvel univers, les gardiens nationaux des entraves au laisser-faire, laisser-passer, ont eu le sentiment de représenter un monde suranné. Des chevaliers, oui, mais ceux oubliés depuis les croisades dans les grottes et retrouvés couverts de toiles d'araignée par Indiana Jones. Cette deuxième période est toujours en cours lorsque ces lignes sont écrites. Il n'est pas question ici du « c'était mieux avant ». Il faut toujours se méfier des âges d'or fantasmés. Malgré un fléchissement ces dernières années,
800 000 personnes se présentent encore chaque année au concours administratif de l'État et autant pour les collectivités locales. Sur le marché de l'emploi, où elle est en concurrence avec le secteur privé, l'administration parvient aussi à recruter des contractuels. Pendant la crise du coronavirus, les fonctionnaires de santé et de services municipaux ont été à juste titre glorifiés. Vivre dans une société qui ne valorise plus les fonctionnaires comme modèle ou source d'inspiration, mais admire d'autres figures caritatives ou entrepreneuriales, n'est donc pas si grave. Pour pouvoir dédramatiser, une condition s'impose cependant: que cette ambiance ne conduise pas les fonctionnaires à ne plus s'estimer eux-mêmes. Un mépris de soi serait un excès bien éloigné de l'humilité, un orgueil déguisé pour réclamer de l'attention. La fausse humilité est de faire de soi moins de cas qu'il n'est juste, affirmait Spinoza. La véritable humilité est l'acceptation de ses limites et de ses défauts, mais aussi la conscience de ses qualités. Ni auto-dénigrement, ni auto-satisfaction, comme l'écrit Jean-Marc Sauvé. Une décence, un équilibre, selon Bernanos. Lorsque j'ai travaillé pendant 4 ans dans les institutions européennes à Bruxelles, ou lorsque j'ai réalisé des missions de coopération dans les pays émergents, j'ai pu mesurer la considération dont jouissent les fonctionnaires français chez leurs homologues étrangers. Dans cette France où l'État a toujours joué un rôle plus grand qu'ailleurs dans le développement et l'équilibre de la société, ses serviteurs sont d'un excellent niveau à tous les échelons. Leur niveau d'expertise, leur rigueur professionnelle et leur dévouement demeurent exemplaires dans le monde. Les fonctionnaires ne doivent pas écouter la petite voix qui leur dit qu'ils occupent une place inintéressante et insignifiante. Si tu n'étais pas dans l'arène où tu as été appelé à combattre, cher collègue, ta place resterait vide. C'est toi le héros du service public. Tu n'es pas un joueur remplaçant, tu es le titulaire. Dès lors que tu ne prétends pas être meilleur que les autres, tu peux être fier de toi, de tes valeurs et de tes missions. J'ai ressenti comme un crève-cœur au cours de ma carrière de croiser tous ces agents désabusés qui aimaient leur métier et qui le faisaient avec abnégation, mais qui ne s'aimaient pas eux-mêmes et qui nourrissaient une forme de honte à l'égard de leur profession. J'en veux pour preuve tous les récits de vie professionnelle publiés ces 10 dernières années par des fonctionnaires et que j'ai lus consciencieusement avant d'écrire ce livre. D'eux émanent un sentiment d'utilité sociale et un amour du service public, mais aussi une amertume, un sentiment de dévalorisation. Cette vision pourrait n'être qu'un des avatars de la morosité française relevée par les enquêtes d'opinion et analysée à l'encan par les observateurs et les sociologues. Il me semble que ce manque de confiance en soi va plus loin et fait parfois perdre de vue une saine et légitime fierté professionnelle. La seule fierté que s'autorisent beaucoup de fonctionnaires aujourd'hui est la maîtrise technique de leur art. Cette fierté d'expertise est un bon départ, mais n'est pas suffisante. Nous savons, depuis le Léviathan de Thomas Hobbes, 1651, que personne ne peut inventer, créer ou s'enrichir dans la cité si une partie de la population active ne se consacre pas à assurer le bien commun et la sécurité qui n'existent pas à l'état de nature. Si certains métiers peuvent prendre des risques et relever de beaux défis,
c'est parce qu'il s'appuie sur une fonction publique vigilante à maîtriser, autant que possible, toutes les insécurités physiques ou sociales de la vie. Dans la pyramide de Maslow, le besoin de sécurité arrive avant tous les autres. Pas de metteur en scène génial ou de créateur de start-up dans les zones de non-droit du Sahel ou de Libye. Servir la chose publique a donc son utilité et aussi sa grandeur. En 1959, Charles de Gaulle déclarait que « servir l'État est la fonction la plus importante et la plus noble qui soit dans l'ordre temporel. » Cette vérité-là est trop souvent oubliée. Elle est oubliée par les ricaneurs pour qui l'arbre de la garantie de l'emploi cache la forêt d'une vie professionnelle dévouée au service du public. Mais plus grave, elle est oubliée par des fonctionnaires eux-mêmes qui ne s'estiment plus dignes d'éloges dans notre société contemporaine. Nous devons opposer au fonctionnaire bashing qui nous environne parfois une fonctionnaire pride. Ainsi, nous servirons mieux nos concitoyens en étant conscients de notre valeur. Notre motivation et donc notre efficacité seront plus grandes si nous nous respectons. Celui qui se transforme en ver de terre ne doit pas se plaindre par la suite qu'on lui marche dessus, comme disait Kant. Relevons la tête. Nous sommes les descendants des chevaliers. Les oriflammes claquent dans le vent. Les chevaux piaffent. Devant nous, des fléaux se dressent. Le climat se réchauffe, la société se disloque en archipels d'îlots qui n'arrivent plus à dialoguer, la compétition économique mondiale s'accroît, les inégalités progressent, l'épidémie menace. Lève ta lance, serre les étriers, baisse ta visière et fonce.